Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui regarde. Un léger carillon résonna dans l'immense dôme de la haute salle de réunion de Velcarin. L'air lui-même sembla s'immobiliser. Des milliards de personnes regardaient à travers des lentilles et des retransmissions s'étendant à travers les étoiles et les satellites. Un humain s'avança. Dustin Marin gravit la rampe d'obsidienne, entouré d'une mer d'yeux extraterrestres. Les gradins du conseil s'élevaient autour de lui comme un amphithéâtre construit pour les dieux. Il ne s'arrêta pas. Il ne sourit pas. Son costume était simple, sombre, sans ornement, l'armure d'un diplomate. Alors qu'il atteignait le podium central, des panneaux lumineux au-dessus de sa tête se modifièrent subtilement pour attirer l'attention d'une galaxie. Un hologramme haute résolution de Méron s'anima au-dessus de lui, diffusant son visage à chaque avant-poste, colonie et anneau commercial orbital reliés au réseau galactique. Aujourd'hui, il n'est pas question de concession, commença-t-il, sa voix tranchant le silence comme une lame aiguisée. Il ne s'agit pas non plus de victoire silencieuse sur des lignes controversées. Aujourd'hui, il est question de présence, de se tenir ici, ensemble, d'égal à égal. Il ne se précipita pas. Ses mots portaient le poids de générations bafouées. Derrière lui, une douzaine de délégués humains étaient assis, le dos droit, le regard fixé devant eux. Autour d'eux, des représentants extraterrestres de toutes les espèces connues observaient en silence. La Terre n'est pas arrivée à ce niveau par la conquête, poursuivit Marin, mais par la patience, par une constance implacable, par le choix délibéré de parler, même ignoré. Le silence était absolu. Même le bourdonnement des consoles de données et des carillons des traducteurs s'était estompé. Nous avons choisi la patience quand nous avions de la marge. Nous avons choisi l'écoute quand nous avions raison. Et nous avons choisi la paix, dit Mérin, levant les yeux vers la haute estrade où siégeaient les 11 conseillers principaux, car nous comprenons le coût de la guerre. L'espace d'un instant, la salle retint son souffle. Puis un léger murmure se répandit dans la salle, non pas du côté de Mérin, mais des cercles extérieurs de l'auditoire, où se pressaient observateurs politiques, assistants et envoyés subalternes. Et puis, avec un timing parfait, trop parfait, le haut dieu changea de position. Le grand chancelier Kyle Verine du domaine d'Elkar se leva, haut de 2,50 m, sa silhouette écailleuse enveloppée de verre et d'or cérémoniel, ses yeux sombres comme du jet poli. Il se déplaçait sans urgence, chaque geste étant calibré pour produire un effet. « Envoyez Marin !» dit le chancelier d'une voix amplifiée, posée, exercée. Ce conseil ne peut plus ignorer les preuves qui s'accumulent. Dustin Marin, nommé représentant de la Terre, est par la présente accusé de subversion et de manipulation technologique non autorisée dans des secteurs neutres. Les mots tombèrent comme un marteau. Des murmures éclatèrent. L'un des observateurs à 3 yeux de la Confédération Tal cligna rapidement des yeux, incrédule. Un frémissement de postures changeantes et de regards incertains se répandit parmi les espèces neutres. Les athéliens à la peau grise échangèrent des regards. Les vexis à plumes tressaillirent nerveusement. Le capitaine Dick Monroe, l'un des observateurs militaires humains, fit instinctivement un pas en avant depuis la rangée des délégations, mais fut bloqué par 2 gardes de sécurité du conseil armé de bâtons électriques. Mérin leva la main sans se retourner. Il ne quitta pas Verine du regard. Subversion? La voix de Mérin resta posée. Sur quoi se fonde cette accusation? Sur quelles preuves repose-t-elle? Et pourquoi n'a-t-elle pas été portée devant les commissions de médiation? Aucune réponse. Puis les gardes du conseil se mirent en mouvement, non pas brusquement, mais avec le poids de l'inéluctabilité. 2 depuis les coulisses de la scène, 2 depuis le périmètre intérieur. Mérin resta figé. « C'est comme ça qu'on fonctionne maintenant ?» demanda-t-il en regardant le reste du conseil par-delà Verine. Pas d'audience, pas de preuves, pas de protocole, juste accusation et punition. Pourtant, personne ne répondit. Certains tournèrent la tête. D'autres, comme le conseiller Trell de Braca, se penchèrent légèrement en avant, les yeux plissés, non pas par sympathie, mais par analyse. Les gardes atteignirent le podium. « Podium, vous faites une erreur », dit Marin à voix basse. « Maintenant, chaque syllabe faire pas seulement avec la Terre, mais avec la galaxie. Si c'est ce qu'est devenu la justice, alors vous êtes déjà perdu. » Une pause derrière les gardes.
Un drone médical se détacha tranquillement du plafond, non pas pour aider, mais pour enregistrer. Puis Vérine hocha la tête. Le mouvement fut rapide, entraîné et répété. Un garde brandit sa pique d'arc, la transperçant directement dans la poitrine de Mérin. Une vague aveuglante de plasma illumina l'espace pendant une demi-seconde. Le coup était net, brutal. Le bruit, un craquement sec et grésillant, résonna avant que le corps ne touche le sol. Il tomba en arrière, affalé au pied du podium, de la fumée s'échappant du tissu de sa combinaison. Le silence qui suivit n'était pas celui de la stupeur, il était creux, lourd. Dick Monroe serra les mâchoires. Il ne parla pas, il ne parla pas, il ne bougea pas. Derrière lui, le docteur Rana Miles, une analyste xénoculturelle civile de la délégation humaine, laissa tomber son module de traduction. Il se brisa sur le sol en pierre. Le son résonna plus fort que tout ce qui avait été dit depuis le début de la diffusion. L'hologramme au-dessus de la chambre s'attarda un instant de trop, affichant toujours le visage de Mérin, le regard calme, les lèvres entr'ouvertes, avant de s'éteindre. 1 millier de flux optiques et de drones relais capturèrent chaque angle. Rien n'était censuré, aucune caméra ne détournait le regard. Dans les colonies minières en orbite autour des fils jumeaux de Virex 2, les techniciens se figeaient, outils à la main. Sur les routes de fret interstellaires s'étendant de la ceinture de Sorel à la portée de Dragan, les équipages fixaient des écrans flottants. Dans les villes orbitales au-dessus de la Terre, les enfants serraient la main de leurs parents. Et dans la tour de contrôle de la base lunaire, un jeune officier des communications nommé Jordan Hale agrippa le bord de sa console et murmura « Non ». À travers la galaxie, la transmission continua. Dans la chambre Velcaron, quelques espèces observaient sans réagir. Les chectes reptiliens restèrent immobiles, leurs yeux plissés se regardant avec un léger amusement. Les grands Serranis, semblables à des mantes religieuses, gazouillaient doucement entre eux. Non pas une célébration, mais une satisfaction partagée. Parmi les larmes étrangères, un bref instant rompit le silence. L'ambassadrice Lyrica de l'accord Ashvan, une espèce aquatique à la peau douce longtemps dominée par les lois du Conseil, leva sa main à 2 doigts vers le chancelier, comme pour parler. L'ambassadrice Lyrica de l'accord Ashvan, une espèce aquatique à la peau douce longtemps dominée par les lois du Conseil, leva sa main à 2 doigts vers le chancelier, comme pour parler, puis la baissa lentement. Ses branchies palpitaient d'une détresse silencieuse. La délégation humaine était assise, figée. Dick Monroe recula enfin, les épaules crispées, le visage sculpté dans la pierre. Les autres regardaient droit devant, sans ciller. L'exécution. C'était une déclaration. Il n'y avait aucun doute. Une déclaration non seulement aux humains, mais à tous ceux qui regardent. Le Conseil décide qui parle. Il décide qui compte. Le grand chancelier Vérine se détourna de l'estrade et retourna à son siège, flanqué des gardes. Sa robe flottait légèrement, tandis qu'il était assis. Impassible. Les lumières s'éteignirent au-dessus de l'estrade. Les équipes de tournage commencèrent à démonter silencieusement la scène. Le protocole avait repris. La diffusion n'était pas terminée. Et personne d'autre ne prit la parole. Pas pour le reste de la séance. Pas pour le reste de la journée. Personne d'autre ne prit la parole. Pas pour le reste de la séance. Pas pour le reste de la journée. L'image du corps de Dustin Marin, gisant dans un halo de sang et de lumière, devint l'image la plus visionnée de l'histoire galactique au cours des 3 heures suivantes. Ce n'était pas la chute d'un homme, c'était l'effondrement de la diplomatie. Et dans le silence, la graine de ce qui allait suivre avait déjà été semée. L'hologramme vacilla dans le silence. Le général Calvin Powell se tenait immobile dans la salle des opérations de la base lunaire, les mains fermement jointes dans le dos. Il ne parlait pas. Son visage restait immobile, mais l'attention traversait chaque ligne de son corps, les yeux rivés sur l'écran. Pas un tressaillement, mais chaque ligne de son corps était rigide, comme s'il retenait quelque chose par la seule force de sa volonté. Autour de lui, officiers et analystes restaient figés à leur poste. Sur l'écran central, le corps de Dustin Mérin gisait toujours au pied du podium. La diffusion n'était pas encore coupée. Le flux galactique continuait d'émettre, comme incertain de la marche à suivre, comme si le réseau lui-même était abasourdi. La voix de Powell était basse. Coupez le flux. Le lieutenant Ezra Quaid saisit rapidement la commande. L'écran s'éteignit. Personne ne parla. Personne n'osa. Powell se retourna finalement.
Passez-moi le conseil, dit-il, le regard fixé vers l'avant. Maintenant, le Conseil de sécurité terrestre était déjà en réunion. En quelques minutes, une douzaine de visages aux traits durs occupèrent le mur de la conférence principale. L'amiral Thomas Greer, directeur des relations interstellaires, Hugo Wren, le chef du commandement stratégique Marcus Hale et d'autres. Hugo Wren, le chef du commandement stratégique Marcus Hale et d'autres, tous avaient le même regard pâle, raide, tendu sous l'incrédulité que la galaxie venait d'assister à l'exécution d'un envoyé humain sur une scène diplomatique. Le général Powell Wren dit d'une voix serrée « Est-ce confirmé ? Sommes-nous absolument ? Est-ce confirmé ? Sommes-nous absolument ? Vous avez vu ce que j'ai vu, répondit Powell. Nous l'avons tous fait. Dans chaque grande installation humaine de la galaxie, la réaction avait commencé à éclater. Sur Titan, des émeutes ont éclaté dans les niveaux inférieurs du dôme 9. Sur le port interstellaire de Rhea Prime, les opérateurs ont bloqué tous les vaisseaux en partance en signe de protestation. Sur Terre, le réseau de diffusion d'Unity s'est effondré sous la pression des serveurs, tandis que des milliards de personnes tentaient de rejouer l'instant pour en comprendre le sens. Ils n'étaient pas armés, marmonna Hale. Pas de procès, pas d'avertissement. Peu importe, rétorqua Greer. Ils l'ont fait exprès. Ils savaient que nous les observerions. Powell resta silencieux un instant. Son regard, toujours intense, semblait plus froid maintenant. « Où en sommes-nous » demanda-t-il. « Prêt » dit le commandant Julien Godot depuis le pont de surveillance à Jasser. Toutes les cellules sont en position silencieuse. Rien n'a été déclenché. Wren reprit la parole, cette fois plus furieuse. « Il faut réagir. Maintenant. On ne peut pas laisser ça sans réponse, Calvin. Tu veux la guerre » aboya Greer. On frappe Valcoran en premier. Tirez avec toutes les armes à notre disposition. Qu'il voit ce que la Terre signifie quand on cessera de demander gentiment. Et qui paie ? Demanda Powell. Les civils vivant sous les satellites du Conseil ? Les mondes marginaux contraints de baisser la tête parce qu'ils ne peuvent se permettre l'indépendance ? Vous voulez les vaporiser parce que Kael Varine voulait une scène ? Personne ne répondit. Le silence était un aveu en soi. Si nous ripostons aveuglément, poursuivit Powell, nous devenons eux. Pas de message, pas d'avertissement, pas de loi. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne. C'est comme ça qu'on perd tout ce que Marin représentait. Il fit un pas en avant, les mains toujours derrière le dos. Sa voix se durcit. Activez le protocole d'annihilation. Déploiement silencieux. Aucune déclaration. Aucun signal. Des halètements parcoururent le flux. Hal se pencha en avant. Calvin. Ce protocole a été conçu pour l'effondrement existentiel, murmura Hale, plus pour lui-même que pour quiconque. Les jointures de Powell blanchirent dans son dos, mais il ne bougea pas. J'ai aidé à le concevoir, l'interrompit Powell. Si les institutions terrestres sont visées, pas les vaisseaux, pas les frontières, mais la légitimité de notre existence diplomatique, alors cela s'applique. C'est le seuil, et il a été franchi. Il n'y a pas eu de vote, juste le silence. Puis Greer expira. Ainsi soit-il. De l'autre côté du couloir, le lieutenant Quaid saisit les derniers codes. Sur chaque console Black Ops enfouie dans le complexe lunaire, le signal de commande clignotait en vert. Dans le vide profond de Yellis Reach, une balise de communication déguisée en récupérateur de minerais activa sa balise. Dans l'ombre du champ de pulsar, près de Draxor 3, 3 vaisseaux émergèrent de leurs revêtements furtifs sous des enveloppes d'astéroïdes. Au total, 14 cellules humaines se mirent en silence en alignement de phase, se propageant sur 7 systèmes, tous essentiels au réseau logistique interstellaire du Conseil galactique. À la demande de Powell, chaque action se fit silencieusement. Pas de tir de plasma, pas de diffusion. Juste des pannes de courant, des brouilleurs de signaux, des routines de sabotage intégrées à l'infrastructure orbitale et des données. Powell ne souhaitait pas la destruction, mais des preuves. Au Centre d'analyse diplomatique de la Terre à Genève, des dizaines d'analystes ont analysé les réactions enregistrées lors de l'exécution de Marin. À l'écran, une centaine de délégués extraterrestres jouaient en écran partagé. Leurs expressions s'immobilisèrent au moment de l'accusation, à l'instant de l'exécution. Le spécialiste Tobias Venn désigna l'écran. Regardez l'ambassadeur Vraxi. Pas de changement de poule, pas de surprise dans sa posture. Le représentant d'Eshtun ne broncha même pas,
ajouta l'analyste Marlowe en désignant la grande silhouette insectoïde dont les antennes restaient figées. Il savait. Il s'y attendait, dit Venn. Bon sang, il l'attendait. Recoupez leurs journaux de communication privée des dernières 48 heures, ordonna le directeur de terrain Jérôme Keller. Je veux un schéma. À la 2e heure, la première fuite est tombée. Un fragment d'un flux de sécurité provenant d'une station logistique du Conseil en orbite neutre au-dessus de Calmoris Prime. On y voyait des responsables désactiver les balises de navigation quelques heures avant la diffusion, dégager les voies satellites et diriger les drones des médias vers des angles fixes. À la 3e heure, la 2e, une conversation cryptée entre un diplomate de Delcar et une source inconnue sur Valcaran abordait la gestion prudente de l'annonce avant que le corps ne touche le sol. Powell se tenait dans la salle de guerre sous la base lunaire lorsque les révélations arrivaient. Il ne réagissait pas à chacun. Il écoutait simplement. Ils vont essayer de faire passer le message, avertit Oren par les communications. Dire qu'il a résisté à son arrestation. Prétendre qu'il transportait des appareils électroniques non enregistrés. Laissez-les faire, dit Powell. Nous ne combattrons pas leurs mensonges par notre indignation. Nous les combattrons par leurs propres mots. Aux abords du territoire du Conseil, des secteurs sous blackout commencèrent à signaler des anomalies. Les plateformes commerciales ont perdu le contact avec les nœuds logistiques. Les plateformes d'armes ont échoué aux vérifications de synchronisation de base. Des administrateurs désorientés ont rédigé des rapports. Personne ne savait ce qui se passait, mais partout le même nom réapparaissait sur les conversations interceptées. La Terre. Dans l'une des salles de surveillance sécurisées, un spécialiste nommé Deacon a signalé un signal. « Monsieur, nous captons une émission imprévue de Talar 6. L'écran scintilla. Une transmission piratée en basse résolution pirata le réseau du Conseil. Un membre du peuple Irini, une race opprimée depuis longtemps soumise aux tarifs du Conseil, fixait l'objectif. Aux habitants de la Terre, dit-elle d'une voix déformée mais résolue, nous avons vu ce qu'ils ont fait. Nous avons vu ce qu'ils ont toujours fait. Merci de nous rappeler que quelqu'un parle encore. Le signal a été coupé, effacé, mais il avait été vu et copié dans les secteurs lointains parmi les populations neutres. Les réactions étaient mitigées. Certains observaient avec prudence, d'autres chuchotaient sur la station Adros. Un groupe d'érudits Vélari veillait silencieusement près du dôme de l'ambassade, sur les lunes de l'anneau d'Elton. Les équipes minières commencèrent à peindre le vieux symbole humain, 3 arcs et une étoile sur les flancs de leur plateforme d'excavation. De retour au commandement lunaire, Powell étudia la carte tandis que de nouveaux marqueurs clignotaient. De retour au commandement lunaire, Powell étudia la carte tandis que de nouveaux marqueurs clignotaient. Toutes les cellules en position, confirma Godot. Commencez la phase silencieuse 2, ordonna Powell. Déployez un balayage complet sur les communications internes sur tous les chemins de signaux connus du Conseil. Il se tourna vers Qued. Informez le service stratégique qu'à partir de maintenant, aucun mouvement n'est accidentel. Aucune action n'est émotionnelle. Nous contrôlerons chaque variable. Oui, monsieur. Powell regarda une fois de plus la vidéo obscurcie qui avait diffusé la mort de Marin. Il ne pleura pas. Il n'était pas en colère. Mais quelque chose dans son regard s'était figé. Non pas le silence de la défaite, mais celui qui précède le calcul. Dustin Marin avait cru en la diplomatie. Elle allait désormais servir d'arme, et la galaxie apprendrait à quoi ressemble la Terre lorsqu'elle parle les mains libres. De l'autre côté de la salle de guerre, personne ne bougeait. Le dernier ordre de Powell flottait toujours dans l'air comme une arme chargée. En silence, à travers les étoiles, les systèmes cachés de la Terre commencèrent à s'éveiller. Un cargo disparut de la route d'échange de Trion à 4H37, heure locale. Pas d'explosion, pas de balise de détresse, juste le silence. À 4H42, 7 autres routes entre les centres du Conseil avaient été interrompues. L'obscurité s'est installée dans différents systèmes sans le moindre assaut visible. Depuis le pont de commandement du croiseur furtif Veritas, en orbite autour d'une lune morte au-dessus de Vasquin 3, le commandant Manfred Ward observait les codes de Blackout arriver. Confirmer l'acquisition dans les secteurs 3 à 7, ordonna Ward, injecter les faux paquets de télémétrie. Le lieutenant Cale Murrow a accédé à la console de commande. Assembler et envoyer. Les réseaux de navigation signalent des champs d'astéroïdes fantômes. Personne ne bouge sans avoir préalablement pingé nos signaux.
exécuter les protocoles de brèche au relais Kellari, marquer les archives du gouverneur du système, mais laisser le cœur intact. Ward marqua une pause juste le temps de réfléchir. Nous voulons du bruit, pas du feu. Partout dans la galaxie, dans toutes les directions, les ressources cachées de la Terre se réveillaient. Elles étaient là depuis des années, enterrées, camouflées et oubliées, dissimulées non pas pour le combat, mais pour l'équilibre. Jusqu'à maintenant, Calvin Powell se tenait dans la salle de guerre du commandement lunaire, entouré d'un demi-cercle de flux tactiques actifs. Chaque fenêtre montrait un système différent, chacun avec un agent différent effectuant une frappe précise. « État d'avancement » demanda-t-il. « Opérationnel sur tous les systèmes », dit le lieutenant Cade. Le commandement confirme l'absence de victimes civiles. Toutes les frappes restent dans l'ombre. Bien, répondit Powell. Nous le maintenons ainsi. Le protocole d'annihilation n'a pas été conçu pour la conquête. C'était un scalpel, et il était profond. Dans l'amas détruit, un nœud de communication situé sur le pourtour orbital de Péléon 4 fut piraté par des drones d'infiltration humaine. Le nœud ne se déconnecta pas. Il commença simplement à rediriger toutes les données via un réseau fantôme. Chaque transmission du bureau commercial du Conseil était désormais reproduite, stockée et décryptée par une équipe de linguistes postée dans le nuage relais de Proxima. Dans l'arc martien, une IA de surveillance planétaire, connue sous le nom de nœud du Conseil 119, commença à émettre des directives contradictoires, ordonnant des saisies fiscales et des réaffectations de ressources qui paralysèrent l'économie locale. Sous-jacente, une signature enfouie dans son noyau neuronal indiquait « Protocole fantôme ». Aucun empire ne reste silencieux éternellement. L'humanité n'envoyait pas de vaisseaux de guerre. Cela semait le doute. À 5-11, une transmission civile traversa le réseau planétaire au-dessus de Nandrax 7. Un homme âgé, d'apparence varélienne, amphibie avec de lourdes crêtes branciales et une peau cuivrée, fixait l'objectif d'un drone de communication. J'ai travaillé pour le Conseil comme archiviste de données pendant 34 rotations. J'ai déposé les pots de vin, j'ai acheminé les fonds volés, et on m'a toujours dit que la Terre allait s'effondrer, que les humains étaient trop nouveaux, trop fragmentés, qu'ils ne dénonceraient jamais le bluff du Conseil. Il se pencha, ils le firent, tout simplement. La transmission dura 22 secondes avant d'être coupée par les forces de l'ordre local. Mais le message avait déjà été capté, dupliqué et diffusé sur 4 systèmes via des drones relais furtifs. Depuis l'orbite de Talar 6, au cœur d'une zone neutre contrôlée par le Conseil, un nœud d'interception humain capta un signal trop brut pour être scénarisé. Le nœud intercepteur capta un signal trop brut pour être scénarisé. Une image en faible luminosité montrait 3 membres des Redari, des êtres élancés, quadruples et longilignes, autrefois connus pour leur pacifisme astronomique, debout devant un cargo désaffecté. « Au peuple de la Terre, dit la femme, nous avons vu ce qu'ils ont fait à votre envoyé, et nous nous souvenons de ce qu'ils ont fait aux nôtres. Nous n'oublierons pas. » La diffusion s'interrompit brusquement. 2 heures plus tard, tous les dispositifs connus associés à cette transmission avaient été démontés et leurs composants fondus dans des cuves d'acide. Mais les images avaient déjà atteint 32 chaînes indépendantes, dont plusieurs au sein des mondes de noyaux. Dans la salle de briefing privée de Powell, Quaid lut les rapports un par un. Sabotage confirmé dans l'anneau de transit de Malcor. 4 relais subvertis. Toutes les communications du Conseil rebondissent désormais entre des nœuds corrompus. Powell fit un léger signe de tête. Gardez les visuels propres. Pas de dégâts d'explosion. Juste silence et redirection, monsieur. Nous avons également ce quai d'ajouté qui transmet une diffusion en rafale décryptée de Talar 6. C'était bref, mais ça s'est propagé rapidement. L'hologramme s'est illuminé avec l'image du haut-parleur Raidari. Powell l'a regardé une fois, puis à nouveau, puis s'est détourné de l'écran de l'autre côté du pont de commandement. Le commandant Julien Godot se pencha sur la carte du système principal. Les réactions commencent à se fragmenter. Les colonies périphériques du Conseil ne réagissent pas à l'unisson. Trop de confusion. Elles n'ont jamais été confrontées à une offensive invisible. Elles le feront, a déclaré Powell. Mais le temps qu'elles le comprennent, leurs fondations seront déjà en place. Dans les centres miniers du delta de Kévron, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles la Terre aurait infiltré les réseaux d'allocation d'énergie. Sur les plateformes dévastées par la tempête d'Iros 3, une bannière représentant le triple arc humain était projetée sur le flanc d'une tour de chargement.
Le symbole resta 27 secondes avant d'être effacé numériquement. En dessous, une équipe de mineurs Varlex marqua une pause. Personne ne parla, l'un d'eux porta la main à sa poitrine, 3 doigts écartés correspondant aux arcs, mais le phénomène avait été vu et enregistré. Les autorités du Conseil répondirent par le silence. Aucune déclaration officielle n'avait été faite, aucune dénonciation, aucune exigence, car ils ne pouvaient confirmer le point de départ de l'attaque, ni même s'il s'agissait bien d'une attaque. Dans la station orbitale Kane 47, dérivant au-dessus de la planète neutre de Fallet, un administrateur de la sécurité Shecht nommé Vorn Sarik se penchait sur une transmission en direct d'un relais logistique qui venait d'être déconnecté. Derrière lui, 2 officiers fixaient la perte de signal vacillante. « Faut-il signaler cela à Valcoran ?» demanda l'un d'eux. Vorn secoua sa tête écailleuse. « Et leur dire quoi ? Que les humains perturbent le système sans tirer sur personne, que nous avons perdu 4 centres logistiques sans une seule victime enregistrée. » Il fit un nouveau geste vers les pieds. Pas de fumée, pas de corps, juste des systèmes en train de s'effondrer. Que faire ? Vorn ne répondit pas. Son silence était une réponse suffisante. De retour à la base lunaire, Powell se déplaçait d'un écran à l'autre sans parler. La pièce était une machine autour de lui, chaque pièce fonctionnant, chaque homme en position. Le commandant Godot s'avança à ses côtés. 7 systèmes compromis. Le territoire du Conseil est déstabilisé, mais aucune réponse complète n'a encore été apportée. Ils ne réagiront pas publiquement, dit Powell, tant qu'ils ne pourront pas prétendre avoir le contrôle. Et s'ils essayaient de nous inciter à nous étendre excessivement, ils n'en auront pas besoin, répondit Powell. Leur propre poids les tirera vers le bas. Continuez simplement à montrer à la galaxie ce qu'ils ont construit et comment cela se défait. Tout au long de la journée, les communications interceptées du Conseil sont devenues de plus en plus frénétiques. Les bureaucrates ont envoyé des pings cryptés qui n'ont jamais abouti. Les clusters d'IA ont relayé des rapports de sécurité contradictoires. Les agents du secteur privé ont commencé à retirer des actifs des banques et des infrastructures soutenues par le Conseil, non pas à cause de la guerre, mais à cause de l'incertitude. Et dans ce vide, le message de la Terre a résonné plus fort que n'importe quel canon. Pas de conquête. Correction. Dans l'atmosphère profonde de Moric 4, dissimulée dans les nuages d'orage, une plateforme furtive de fabrication terrestre diffusait une courte boucle à chaque vaisseau passant à portée. Une voix réduite au silence n'est pas un crime caché. La galaxie a observé. Maintenant, elle se souviendra. À la fin du premier cycle galactique, 12 avant-postes avaient déclaré une autonomie temporaire, en attendant une clarification de l'autorité du Conseil. 3 autres navires de patrouille refusèrent d'entrer, et dans les appartements diplomatiques de Koresh Prime, une coalition indépendante d'espèces demanda un contact direct avec le réseau d'ambassadeurs de la Terre. Powell était assis dans la pénombre de la tribune de commandement, la lumière de la table centrale soulignant son visage. Il ne donna aucun ordre de célébration, aucune déclaration de fierté, un seul ordre sortit de ses lèvres. Maintenir la propagation, se préparer, phase 3. Ses lèvres, maintenir la propagation. Se préparer. Phase 3. La Terre ne lançait pas d'invasion. Elle démantelait un empire. Discrètement, précisément. Et à travers les étoiles, des voix autrefois réduites au silence avaient commencé à s'élever. Parce que quelqu'un, enfin, avait écouté en premier. Des journaux chiffrés pulsaient sur le mur principal de la salle de guerre de la base lunaire, des dizaines de flux clignotant en parallèle. Noms, lieux, identifiants, tout se mêlait sous la pression de l'analyse. Personne dans la pièce ne parlait plus qu'à voix basse. La pièce entière semblait en équilibre sur le fil d'une lame. Le général Calvin Powell se tenait devant la projection centrale, les bras croisés, le regard perçant. Derrière lui, 3 agents parcouraient des chaînes de données isolées et des couches de cryptage. Ce qui avait commencé comme une perturbation se transformait en révélation. Les signaux de Calmoris, Talar et Malcor ne correspondent pas aux conversations civiles habituelles, déclara l'analyste principal Eamon Trask. Il était grand, nerveux, avec de légers plis sur sa manche, comme s'il n'avait pas quitté la console depuis des heures. Nous avons isolé des hashtags intégrés qui se répétaient dans les relais du Conseil. Ce n'étaient pas des réactions spontanées. Elles étaient artificielles. Il était temps de baisser les bras après l'exécution de Mérin. Conçu pour anticiper les réactions négatives, marmonna le capitaine Anders Yates
Depuis la console adjacente, indignation contrôlée. Consensus artificiel. Continuez, dit Powell. Trask développa le flux. Une série d'échanges diplomatiques privés apparut à l'écran. Des impulsions vocales, des images fragmentées, fortement cryptées et identifiées par l'expéditeur. Nous avons remonté ces messages jusqu'aux lignes ministérielles sécurisées de Velcarin. Ils étaient acheminés via une enveloppe diplomatique enregistrée au nom du Dominion d'Elcar, expliqua Trask. Le code temporel était de 42 minutes avant l'accusation publique. Un silence emplit la salle. Yates se pencha en avant. Ils écrivaient le discours avant même que Mère Marin ne monte sur l'estrade. Un par un. Les orodatages intégrés le confirmaient. Des fragments de phrases correspondaient mot pour mot à l'accusation de Calviren, l'accusation de manipulation technologique non autorisée, la revendication d'influence subversive en territoire neutre. Tout était prêt, écrit, tout était distribué aux délégués et aux observateurs alliés quelques minutes seulement avant l'exécution publique de Marin. Powell ne scia pas. Quoi d'autre? Trask passa à la séquence suivante. Celle-ci provient du consulat d'Otari, intercepté pendant la panne d'électricité du secteur 12. Ils discutent de contributions discrètes aux dépenses de défense du Conseil. Montrez-moi le chemin d'acheminement, dit Powell. Trask a superposé la trace du transfert. Ce n'était pas subtil. 3 mouvements de fonds majeurs, tous tracés par des branches aveugles d'entreprises basées sur le territoire de Vraxey, ont été convertis en comptes sécurisés du Conseil quelques heures après la mort de Marin. À côté de chaque élément, des étiquettes d'autorisation confirmées par des fonctionnaires de niveau intermédiaire rattachés à la chancellerie. Des noms, dit Powell. L'implication confirmée du ministre de Vraxey, Tarit Vol, répondit Yates, en consultant le dossier de renseignement correspondant. Également, le conseiller Retos Deschtun et Yates répondit en consultant le dossier de renseignement correspondant. Également, le conseiller Retos Deschtun et il hésita, une main écailleuse griffonnant sur des registres obscurs, ses mandibules claquant à l'unisson sous ses plaques faciales à crête, les yeux froids et sans paupières des Tranari, fixant à travers le verre poli, sans ciller. « Dis-le » ordonna Powell, et le haut Stratagos devint le chef de la coalition Tranari. La mâchoire de Powell se crispa. Les Tranari s'opposaient à l'inclusion de la Terre depuis plus de 10 ans. Leur vaisseau avait intercepté 2 cargos humains lors du dernier cycle, sous prétexte d'inspection de sécurité. Compilez tout, dit Powell. Dossier complet, journaux de transactions, transcriptions de réunions, inédits. Quaid s'approcha du fond de la salle. Monsieur, Stratégique demande les paramètres de ciblage. Il pense que Valcoran est désormais vulnérable. Nous ne pouvons pas. Non, interrompit Powell d'une voix ferme. Ils veulent des représailles. Ils veulent que nous ripostions avec force et sang pour justifier le meurtre de Mérin. Ils l'ont tué, général, dit Yates. Devant la galaxie. Ils ont essayé de tuer ce qu'ils représentaient, répondit Powell en se tournant vers lui. Nous ne ripostons pas par le feu. Nous répondons avec des faits. Il désigna les écrans de données désormais remplis d'enregistrements visuels. Des réunions cryptées entre des envoyés du Conseil et des factions anti-humaines. Des discussions à huis clos en zone neutre. Des cartes montrant les déplacements du personnel clé avant et après la mort de Méron. Ils ont inventé un mensonge pour protéger leur hiérarchie. On ne le brûlera pas. On allumera les lumières et on veillera à ce que personne ne détourne le regard. Où demanda Quaid à voix basse. Où allons-nous emmener ça? Powell reporta son regard vers le centre de la pièce, vers la carte holographique changeante de la ceinture orbitale de Velcarin. Là, dit-il, dans la même chambre où il l'avait assassiné. La vérité n'a pas sa place derrière des portes closes. Elle se trouve là où le mensonge a commencé. Et s'il résiste? Demanda Yates. Si le Conseil se défend par la force, Powell se retourna lentement. Le silence qui suivit en dit plus que n'importe quel ordre. Alors, nous les brisons, mais pas par vengeance, avec précision. Il s'approcha de l'unité de projection centrale et saisit une séquence. Un grand conteneur de données s'ouvrit sur le pilier central, le sceau du commandement stratégique terrestre tournant à sa vue. Powell inséra une clé. « Voici les preuves, dit-il. Tout, des ordres au pot de vin, jusqu'à la dernière transmission avant la mort de Marin. » Il laissa le silence s'éterniser.
Ils le verront. Trask, de retour à son poste, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Monsieur, la délégation confédérée vient de publier une déclaration condamnant les opérations de blackout. Il qualifie les actions de la Terre de perturbation de l'équilibre diplomatique. Laissez-les faire, dit Powell. Yates inclina la tête. Nous pourrions réagir. Déconnecter le relais de leur réseau de capital. Diffuser les dossiers immédiatement. Powell secoua la tête. Pas encore. On ne leur donne pas de raison d'appeler ça un coup d'État. Quand ce sera fait, il n'y aura plus de guerre. Il y aura un jugement. Le silence retomba dans la salle. Puis Ked, hésitant, demanda « Comment on appelle ça, monsieur ?» Un silence. « On appelle ça la justice, dit-il. » Le silence s'était installé dans la salle de guerre, mais Powell savait que la vraie bataille n'avait pas encore commencé. Pas là-bas. Mais ici, dans des salles remplies de voix réclamant la guerre plutôt que la vérité. Les portes vitrées se refermèrent derrière le général Calvin Powell lorsqu'il entra dans la salle stratégique sous le commandement de Genève. Le bruit du couloir, les voix, les alertes, les protestations disparurent en un instant. Autour de la table centrale, 12 hommes étaient assis, attendant. Personne ne se leva, personne ne salua. Ce n'étaient pas des officiers supérieurs, c'étaient des décideurs. Et à cette heure-ci, ils étaient divisés. L'amiral Marcus Hale rompit le silence. « Justice vous a été rendue, Calvin. Le dossier de données, la révélation, la honte, vous avez prouvé votre point de vue. » Powell s'avança vers le bout de la table sans répondre. L'écran s'illumina à son approche, un schéma rotatif des bandes orbitales de Velcheron, sur lequel étaient superposées les informations actualisées des satellites de l'anneau extérieur. Et maintenant, poursuivit Hale. Attendons. Pendant qu'ils se regroupent, pendant qu'ils mentent à nouveau, nous avons de l'élan. Je sais ce que nous avons, répondit Powell. Le directeur Hugo Wren se pencha en avant. Alors, profitons-en. Nous nous emparons de Velcaran. Prenons le complexe du Conseil, dépouillons la Chambre, les forçons à répondre selon la loi humaine. Des murmures d'approbation parcourent la moitié de la table, discrets mais aigus, comme le frottement d'une lame sur du métal. Le général Simon Garrett, assis à côté de Wren, saisit une séquence sur son bloc-notes et alluma l'écran. Un tableau de mobilisation de flotte, éclairé en rouge et entièrement cartographié. Nous pouvons être en orbite en moins de 40 heures. Aucune zone civile à portée des arcs de tir principaux. Nous pouvons rendre cela propre. Powell ne regarda pas l'écran. Il fixa la projection centrale, l'image de la salle du conseil qui avait accueilli l'exécution de Dustin Marine. « Vous voulez du propre ?» demanda Powell. « Vous voulez du chirurgical ?» Il se tourna vers eux, calme et serein. « Alors dis-moi comment tu comptes expliquer à la galaxie que la race qui a apporté des preuves, révélé une conspiration et réclamé un tribunal, a soudainement lancé une occupation militaire complète. » Garrett expira. « Nous pouvons contrôler le message. » « Non, » dit Powell. « Tu peux essayer d'étouffer la réaction. » Hale repoussa sa chaise. « Il s'agit de dissuasion. Nous leur montrons que si vous tuez l'un des nôtres, votre ciel s'embrase. » Powell s'approcha de la table, les mains derrière le dos. « Nous ne sommes pas ici pour venger un symbole en commettant une nouvelle atrocité. » Silence. « Ils ont tué Méron, poursuivit-il. Non pas parce qu'il les menaçait de recourir à la force, parce qu'il les a embarrassés, parce que ses paroles allaient plus loin que leurs menaces. Il regarda autour de la table chaque homme assis. Nous n'avons pas seulement besoin de gagner, nous devons gagner de la bonne manière. Wren plissa les yeux. Et s'ils utilisent la force en premier, nous répondrons, dit Powell, avec clarté et discipline. Pas avec des explosions émotionnelles déguisées en tactique. Les lumières s'éteignirent légèrement tandis que de nouvelles données arrivaient de l'orbite. Des rapports de mobilisation des flottes Trenary et Eshtun, codés sous des autorisations de sécurité diplomatique. Rien de déclaré, rien d'officiel, mais le signal était clair. Il bouge, dit Garrett. Tu crois que tu obtiendras ton tribunal une fois qu'ils auront creusé ? Powell se tourna vers la projection principale. En quelques gestes, il agrandit le schéma orbital, ajoutant les positions connues des stations civiles, des voies commerciales et des couloirs de réfugiés. Je n'ai pas besoin de leur permission. Juste une autorisation d'ici. À travers le système, les fractures se creusaient.
Les flux d'informations tournaient dans tous les sens. Sur Terre, les images de l'exécution de marins passaient en boucle. Dans les cafés, les gares routières et les halls d'école, elles s'arrêtaient toujours à l'image précédant la frappe, l'instant précédant le silence, l'instant précédant le basculement. Les démentis du conseil clignotaient à côté. Les gens s'arrêtaient au milieu d'une phrase et gardaient le silence. La population civile était en ébullition. Sur l'immense écran du Luna Forward Relay, plusieurs flux de données pulsaient, avec des avertissements superposés, troubles civils à New Nairobi Spire, frappe de raffinerie sur Mars, cyberattaque contre des nœuds d'information pro-conseil. Même au sein de la population terrestre, une ligne se formait. Ceux qui voulaient la paix, ceux qui voulaient la paix et ceux qui voulaient la reddition. Au sommet de la salle de surveillance de l'interface militaire lunaire, le lieutenant-colonel Ezra Quaid, flanqué de 2 coordinateurs de flotte, observait le trafic entrant en provenance des systèmes extérieurs. « Monsieur », murmura l'un d'eux. Les conversations internes s'intensifiaient. Forum crypté. Des officiers de flotte s'efforçaient de terminer ce que Méron avait commencé avec les charges cinétiques. Quaid hocha la tête. « Transmettez l'information à Powell. Il a besoin d'entendre à quel point nous sommes proches du bord. » À Genève, la pièce n'avait pas bougé. Powell marcha lentement jusqu'au fond et afficha une nouvelle séquence. Des messages de soutien de Talarcis, des journaux enregistrés de dissidents Vraxi, des témoignages de sympathie cryptés provenant de secteurs commerciaux neutres. La plupart étaient anonymes, certains à moitié effacés. Mais ils étaient réels. « Ils nous observent », dit Powell. « La galaxie nous observe. » Ce qu'ils ont vu sur Velcoran n'était pas seulement une exécution, c'était un avertissement, pour eux, pour les faibles, pour ceux réduits au silence. Il désigna le mur de signaux non réclamés. Ils attendent de voir si nous sommes différents. Garrett se leva. « Alors, quel est ton plan, Calvin ? On flotte en orbite et on espère qu'ils descendront pour un débat. »« Non, dit Powell. On encercle Velcarin. On l'isole. Nous bloquons tous les canaux et verrouillons toutes les portes. Puis nous présentons les preuves, intégralement, en public, chaque délégué et chaque espèce étant invité à juger de la vérité. Et s'ils refusent, alors nous faisons ce qu'ils ont fait à Mérin. Nous parlons et laissons le silence les condamner. » Personne ne répondit. Même Hale resta assis. Un carillon retentit. Le protocole d'autorisation primaire s'afficha sur le mur. Approbation finale du Conseil de sécurité de la Terre. Paramètres de mission autorisés. Champ d'opération approuvé. Powell hocha simplement la tête. Mobilisation des communications, dit-il, de la base lunaire à la flèche martienne, de Rhea Prime à Hort Anchorage, les vaisseaux humains commencèrent à changer de formation, les plateformes de défense orbitale réalignées, les croiseurs amarrés, alimentés en parfaite synchronisation, les moteurs s'allumèrent. Les communications s'éteignirent. Ils avançaient sans bannière. Pas de trompette, pas de déclaration, juste le poids des preuves. Et le souvenir de Mérin, seul sur la scène du Conseil, tenant bon, non pas par le feu, mais par la parole. Et la galaxie n'avait pas encore répondu. Le premier vaisseau humain se positionna au-dessus de l'orbite équatoriale de Valcaran à 3h14, heure du système local. À 4h20, la formation était complète, 173 vaisseaux, déployés en arc silencieux sur les bandes orbitales. Pas de lumière, pas de canaux ouverts, pas de solution de tir enregistrée. Mais tous les systèmes d'armes étaient opérationnels. Depuis l'orbite, cela ressemblait à un filet tendu à la surface de la planète, vaste et absolue. Sur le pont de commandement de l'UES Colic, l'amiral Nolan Vex se tenait immobile, lisant les synchronisations entrantes des autres groupes de combat. Les scellés de secteur étaient en place, rapporta-t-il. Rien n'entrait, rien ne sortait. Le général Calvin Powell resta d'abord silencieux. Il se tenait dans le hublot avant de la passerelle, les yeux fixés sur Velcarin en contrebas. Un monde qui tournait encore comme si rien n'avait changé, comme si ses crimes n'étaient pas dissimulés sous un temps clément et une paix artificielle. « Statut de diffusion » demanda-t-il. Le lieutenant Malik Sorensen, responsable du contrôle des communications, se détourna de sa console. Toutes les transmissions sortantes du Conseil sont interceptées, épurées et retraitées avant la rentrée.
Rien de leur surface n'a atteint les nœuds extérieurs au cours de la dernière heure. Ils vont réessayer, dit Powell. Ils l'ont déjà fait, monsieur, ajouta Sorensen. 3 tentatives de déploiement de signaux de panique par des canaux diplomatiques secrets, codés comme des balises de détresse, étiquetés comme mouvements de réfugiés. Redirigez-les. Supprimez-les en tête. Transmettez des copies au commandement de Genève et aux archives lunaires. Étiquetez chaque élément. Oui, monsieur, à travers la flotte humaine, la formation a tenu. À l'intérieur de la citadelle du Conseil de Velcarin, le grand chancelier K.L. Viren se tenait dans la salle centrale du dôme, s'adressant à une poignée de délégués extraterrestres toujours piégés dans le quartier de la capitale. « C'est illégal », hurla-t-il, sa voix grave et rauque résonnant sur le marbre et l'acier. La Terre a violé toutes les normes d'un engagement interstellaire. C'est un acte de guerre. Son assistant, un jeune fonctionnaire d'Elcar nommé Zal Turn, s'approcha prudemment. Les nœuds de transmission sont silencieux. Chancelier. Ils interceptent tout. Vérine pivota brusquement, les crêtes s'agitant sous l'effet de l'agitation. Puis contourner leur réseau, connectés par des canaux neutres. Les Vraxi, les Shekt, même les Tranari. Trouvez quelqu'un pour transmettre le message. Nous avons essayé. Le filet tient. Au-dessus d'eux, le ciel scintillait, les silhouettes floues de vaisseaux de guerre humains éclipsant les voies orbitales. Les capteurs de la flèche du Conseil ne détectaient aucune menace active, mais la présence était indéniable. De retour à bord du Colique, Powell reçut le dernier signal de communication, celui du corps diplomatique Serrani. Les Serranis, insectoïdes et précis, jouaient depuis longtemps sur les 2 tableaux du pouvoir du Conseil, sous couvert de neutralité et de rituel. Leur demande était claire. Médiation. Refus, dit Powell d'un ton neutre. Sorensen haussa un sourcil. Il propose une médiation. Ils restèrent silencieux lorsqu'un homme fut exécuté pour avoir parlé. Ce silence fut leur réponse. Refus. Un autre signal. Celui-ci provient de l'Assemblée d'Atelan, des habitants à la peau pâle et à faible gravité, connus pour leur pacifisme et leur politique d'apaisement. Ils veulent des éclaircissements, dit Sorensen. Ils ne s'opposent pas à nous. Ils sont juste incertains. Alors, qu'ils restent incertains, dit Powell. Le commandant Manfred Ward s'avança du panneau des opérations tribord. Nous recevons des scans passifs de la grille de surface de Velcarin. Pas de verrouillage d'armes, mais une télémétrie à spectre complet. Il nous observe. Powell se tourna légèrement, mais ne changea pas de position. Qu'il regarde. La flotte tenait bon. Moteur stable, armes opérationnelles, jugement suspendu au-dessus d'un monde prétendant encore régner. À l'intérieur de l'UES Colique, le silence se répandit comme une pression. « Ils attendent qu'on cligne des yeux », murmura Vex. « On ne clignera pas des yeux », dit Powell. Il s'avança vers la station de communication centrale et posa une main gantée sur le clavier d'interface. La passerelle entière s'assombrit. Sa voix serait transmise non seulement au dôme du Conseil, mais aussi à tous les récepteurs de surface de Velcarin équipés de communication et à tous les relais galactiques ouverts en veille. Il parlait lentement, distinctement. Nul besoin d'interprète. Ici le général Calvin Powell, du commandement stratégique humain. Sa voix résonnait à travers les dômes, les avant-postes, les satellites et les convois à la dérive. Nous sommes venus en paix. On nous a ignorés. Dans la salle du Conseil, Vérine se figea à mi-chemin. Les délégués se tournèrent vers le mur d'affichage principal, où se profilait désormais l'image de Powell. Nous parlâmes avec respect. Nous avons été réduits au silence. Une à une, dans les colonies minières, les centres marchands, les flottilles de réfugiés en orbite autour de rochers oubliés, les espèces ont interrompu leurs activités pour écouter. Vous avez tué Dustin Marin devant la galaxie, non pas pour des crimes, ni pour la justice, mais pour préserver votre illusion de contrôle. À la surface de Velcuran, les flux vacillaient. Les pare-feux de la résistance luttèrent contre le contournement. Ils échouèrent. Maintenant, la galaxie verra qui a véritablement brisé l'ordre. Il s'éloigna de la console. Le silence s'installa. Même Sorensen resta muet. En apparence, la bouche de Vérine fonctionnait, mais aucun mot ne sortit. Il n'y avait rien à dire. Chaque tentative de réponse fut ignorée. Chaque flux ne montrait que la même image. Un plan fixe de marin, debout à l'estrade du Conseil,
quelques instants avant son exécution. Le ciel au-dessus de Valcoran restait sombre. Pas d'explosion, pas de mouvement, mais chaque station en orbite était armée. Chaque croiseur en formation, chaque système calibré, et attendant, non pas une permission, mais une preuve. Dans toute la galaxie, personne ne prit la parole le premier. Ils observaient, et Powell resta silencieux, les bras croisés derrière lui, le monde sous ses pieds suspendus, tendu jusqu'à son point de rupture. La justice n'était pas forcément bruyante. Parfois, elle survenait comme un silence tendu et persistait jusqu'à ce que le mensonge éclate. Le silence en orbite avait duré plus longtemps que quiconque ne l'aurait cru. Le silence en orbite avait duré plus longtemps que prévu. Aucun coup de feu n'avait été tiré. Aucun vaisseau n'avait bougé. Seul le poids de la vérité s'abattait d'en haut. Et lorsque le silence fut enfin rompu, ce ne fut pas un feu, mais un signal. Évacuer. Le ciel de Valcoran était dégagé lorsque l'ordre d'évacuation fut donné. Le général Calvin Powell donna l'ordre sans cérémonie. Pas de discours, pas de banderole, juste une unique transmission cryptée diffusée sur une fréquence ouverte du Conseil. Évacuer la citadelle. En quelques minutes, des transports descendirent en silence, récupérant les délégués, le personnel et les forces de sécurité restant de l'ancien dôme impérial de la gouvernance interstellaire. Les zones d'atterrissage étaient froides et méthodiques. Aucune résistance, aucun conflit. Juste le murmure silencieux des siècles qui se font destituer. À 6h32, heure locale, la flèche du Conseil était vide pour la première fois depuis 900 ans. Powell se tenait sur la crête surplombant le complexe, les pieds plantés dans la terre rouge brûlée, le regard fixé sur la silhouette du bâtiment. À côté de lui, l'amiral Nolan Vex vérifiait une dernière fois l'alignement de la cible. Coordonnées confirmées, dit Vex, solution de tir propre. Coordonnées confirmées, dit Vex, solution de tir propre. Ce bâtiment a fait taire la voix d'un homme qui croyait en la raison plutôt qu'en la force, dit Powell à voix basse. Laissez-le se taire. Pour lui. Exécuté. Depuis l'orbite, une unique lance de lumière traversa l'atmosphère. Pas d'éclat, pas d'excès, juste de l'énergie pure descendant avec une finalité silencieuse. La citadelle vola en éclats, non pas en flammes, mais en force. Les colonnes se brisèrent, les dômes s'effondrèrent. Le hall central se vaporisa en verre. Une colonne de poussière s'éleva au-dessus du cratère, haute et lente. Et puis ce fut fait. Powell regarda jusqu'à ce que le nuage cesse de s'élever. Il ne scia pas, ne parla pas, mais resta immobile tandis que la structure qui avait autrefois tué Marin s'effondrait en fumée. Un silence de deuil planait entre lui et le ciel. À cette hache, une nouvelle structure s'élevait à côté de l'épave. Des murs préfabriqués s'étendaient à partir de vaisseaux de débarquement humains, des tours modulaires ancrées dans la roche. Un tribunal circulaire fut formé en plein air, avec des sièges pour plus de 300 observateurs et 50 délégués. Des écrans se dressaient au-dessus de la foule. Pas de bannière, pas de drapeau, juste l'emblème noir et argent de l'Assemblée stratégique de la Terre, et un podium vide au centre. Ils ne reconstruisirent pas le Conseil. Ils construisirent un tribunal. À midi, la place était pleine. Des délégations de plus de 40 espèces étaient debout ou assises dans des groupes réservés. L'accord Ashvan, amphibie, avec ses gilles-francs translucides recroquevillés de gêne. L'envoyé Tolari, vêtu d'une armure respiratoire pour gérer l'air planétaire. Même les Tranari étaient présents, leurs silhouettes pâles et anguleuses flanquées de gardes d'honneur qui ne disaient rien, les yeux rivés sur Powell lorsqu'il entra dans le cercle. Il ne portait ni médaille, ni armure, juste le simple uniforme noir du commandement de campagne. Il ne prit pas la parole. Ce devoir incomba au juge Mikhail Trenor, juriste de carrière du Conseil du traité interstellaire, l'une des rares autorités juridiques humaines encore reconnues au-delà des frontières de la Terre. Il se tenait debout, le visage ridé et pâle, la voix amplifiée sans aucun renfort. « Ce n'est pas une déclaration de conquête », a déclaré Trenor. « Ce ne sont pas des représailles. C'est un témoignage. » Un instant s'est écoulé. La Terre présente des preuves contre le haut-chancelier Kael Verin et les représentants alliés des gouvernements Vraxi, Eshtun et Tranari pour conspiration, manipulation et exécution politique. Verin, flanqué de garde, fut conduit à la tribune de la défense. Sa posture resta droite, mais les écailles noires qui bordaient sa mâchoire tressaillirent sous la tension.
À ses côtés se tenait Jintal, le stratège Tranari, les mains jointes dans le dos, l'air indéchiffrable. Powell ne bougea pas. Traîné fit signe. Les mains jointes dans le dos, l'air indéchiffrable. Powell ne bougea pas. Traîné fit signe. Le premier écran s'anima. Des images de l'exécution de Marin, directement issues du système de diffusion du Conseil. Le moment où sa voix fut coupée. Le moment où l'accusation fut portée. L'arc électrique. Le silence qui suivit. Plusieurs délégués extraterrestres se détournèrent. La deuxième vague de preuves arriva. Des notes internes du Conseil, omises des archives publiques, ont révélé que plusieurs membres avaient été prévenus plusieurs jours à l'avance de ne pas assister à la séance. Des schémas de langage coordonnés ont été révélés dans des messages privés entre assistants diplomatiques. La formulation de l'accusation, la programmation des nœuds de relais, l'exclusion des observateurs légaux. La galerie resta silencieuse. La troisième séquence frappa plus durement. Registre bancaire, transfert secret, communication directe entre Vérine et le ministre Vraxi, tarit vol, masqués en fond de sécurité. Extraits audio de Jantal qualifiant Mérine de symbole à effacer. Puis vinrent les défenses. Vérine s'avança, la voix aiguë, les yeux écarquillés. Ces communications étaient fabriquées. La Terre contrôle désormais les canaux. Il manipule les données. La voix de Jintal était plus froide. Le Conseil se préparait à une expansion hostile depuis la Terre. Ces mesures étaient une stabilisation préventive. Le représentant d'Eshtun, Rethos, se pencha vers le microphone. Les mandibules s'étendirent. Votre cours n'est pas impartial. C'est du théâtre politique. Certaines espèces présentes acquiescèrent. Des conversations discrètes commencèrent à s'élever parmi les sièges, le doute s'emparant des rangs. La délégation Ashven murmurait, incertaine. Les diplomates s'attellant regardèrent Powell, puis les écrans, puis détournèrent le regard. Trenor leva la main. Vous allez maintenant recevoir la soumission finale de l'Assemblée humaine. Powell s'avança. Il inséra un module scellé dans la colonne de données. Les écrans se mirent à bouger. Un flux audio brut était diffusé. Faible, tremblant, avec un horodatage datant de quelques minutes avant la séance du Conseil où Marin fut exécuté. Une voix déformée par l'urgence et la proximité, indubitablement celle de Vérine. Préparez la parole. L'accusation doit précéder son discours. Les Tranari se feront l'écho de cette accusation. Retardez le représentant Talari. Le Conseil devait paraître uni. Le silence qui suivit fut plus glacial que n'importe quel verdict. À l'écran, une autre voix répondit « Jintal ». Compris. Tout verdict à l'écran. Une autre voix répondit Jintal, compris initier le blackout. 5 minutes avant la transmission Powell, ne regarda personne. Il se tint au pied de l'écran pendant que les délégués traitaient ceux qu'il venait d'entendre Trenor parler « La défense nie-t-elle cet enregistrement ? La défense nie-t-elle cet enregistrement ?» Pas de réponse. Le Conseil conteste-t-il son authenticité ? Pas de réponse. La délégation Ashvan se leva. Les Tolari retirèrent leurs casques. Les Serrani levèrent leurs 2 membres supérieurs en signe d'assentiment. Le tribunal resta silencieux. Traîné reprit la parole. Ce tribunal, sous les yeux de tous et par relais galactique, déclare le haut chancelier Kael Vérine et ses complices coupables de complot, d'exécution politique et d'abus de pouvoir institutionnel. Vérine resta muet. Il baissa la tête. Tal ne dit rien. La diffusion ne fut pas coupée. À travers des centaines de systèmes, dans les stations, les colonies, les cargos, les temples et les bunkers, le verdict fut entendu. Il n'y eut ni feu d'artifice, ni applaudissements, seulement le son de la galaxie respirant une vérité trop longtemps enfouie. Powell resta immobile, les yeux fixés sur la fumée qui montait au loin. Le verdict résonnait encore dans les relais ouverts lorsque le retrait commença. Les tours du Conseil étaient en poussière, les délégués dispersés. Le tribunal était silencieux, ses écrans éteints, ses sièges vides, les derniers envoyés diplomatiques s'éloignant vers des alignements de pouvoir dispersés qui ne revendiquaient plus de centre. Le général Calvin Powell se tenait dans la baie de commandement de l'UES Colic, la fenêtre devant lui s'emplissant de la courbe silencieuse de l'horizon brisé de Velcarin. Le filet orbital était toujours en place, non pour contenir, mais pour protéger l'instant de toute interruption.
Aucun vaisseau n'entra, aucune arme ne tira, seul le silence. L'amiral Nolan Vex s'approcha de lui, les yeux scrutant le dispositif tactique flottant sur la console latérale. Tous les vaisseaux signalent une situation stable, dit Vex. Aucune résistance des installations de surface. Les transports civils ont été déviés. Le dernier relais des Trenari a interrompu sa transmission il y a 20 minutes. Powell lui fit un signe de tête. Bien. Derrière eux, l'équipe des opérations travaillait à voix basse. Personne n'éleva la voix. Personne ne demanda ce qui allait suivre. La chaîne de l'Assemblée de la Terre clignota et Powell entra dans la salle privée. La connexion fut instantanée. Le chancelier Gregory Ralston, assis à une longue table, entouré de ses conseillers, hocha la tête. « Vous en êtes sûr ?» demanda Ralston. Powell ne scia pas. Oui. Le chancelier se pencha en arrière et échangea un regard avec l'homme à sa droite. Le ministre de la Défense, Alan Cho, la mâchoire carrée, les mains jointes sur la table. À sa gauche, le directeur des relations interstellaires, Simon Corr, les yeux cernés par une attente insomniaque, attendait que Powell poursuive. « Nous ne resterons pas », a déclaré Powell. « Et nous ne reconstruirons pas ce qu'ils ont perdu. Ils devront trouver leur propre voie. » Ralston croisa les mains. « Et la Terre, nous nous retirons de la structure centrale. Nous conservons la responsabilité de nos couloirs. Nous renforçons les partenariats frontaliers, les collectifs autonomes, les conseils de défense planétaire. Plus de forum central, plus d'arbitres galactiques. » La voix de Corr rompit le silence. Et l'image qu'il laisse derrière lui, Powell le regarda droit dans les yeux à travers le flux. Nous laissons derrière nous l'image de la retenue, de la vérité, de la force sans conquête. Ralston hocha légèrement la tête. Vous avez toute autorité pour finaliser. Le flux fut coupé. Powell retourna à la passerelle. L'ordre fut transmis par des canaux sécurisés. En quelques minutes, la flotte humaine commença à se repositionner, non pas en retraite, mais en réalignement. Pas de moteur allumé, pas de déplacement de masse ni de spectacle, juste la confirmation silencieuse du départ. Sur la passerelle principale, le lieutenant Ezra Cade s'approchait, datapad à la main. « Monsieur, » dit-il, « des communications provenant de 6 colonies périphériques. Elles demandent confirmation. La Terre se retire-t-elle complètement du Conseil ?» Powell prit le bloc-notes, parcourut les en-têtes des messages et le lui rendit. « Dites-leur que oui, » dit-il. « Dites-leur qu'ils n'ont jamais été des sujets, juste des voix attendant d'être entendues. Nous l'avons rappelé à l'Empire. » Cade hésita, puis hocha la tête. « Oui, monsieur. » Il commença à se retourner, mais marqua une pause. « Si je puis me permettre, sommes-nous sûrs que c'était la bonne décision ? Pas le tribunal. Enfin, la bonne décision ? Pas le tribunal. Enfin, la retenue, la sortie. » Powell ne répondit pas tout de suite. Il se dirigea vers le panneau d'observation. Dehors, le cratère où se trouvait autrefois le Conseil était visible, même à cette altitude. La fumée s'était dissipée. Les débris s'étaient déposés. Seules les fondations subsistaient, à vif et exposées. Dustin Marin croyait en la patience, expliqua Powell. Il croyait que la paix ne signifiait rien si elle était forgée par la peur. Il se retourna, le visage d'acier. Il aurait détesté l'idée que je transforme cela en guerre, même si cela avait fonctionné. Quaid baissa les yeux. Nous avons fait le nécessaire. La voix de Powell baissa un ton. Ce qui est nécessaire ne rend pas le travail propre. Cela nous le rend seulement nôtre. Un long silence suivit. Puis l'un des officiers de communication, le lieutenant Vernon Hale, rompit le silence depuis sa console, au poste arrière. « Monsieur, en provenance d'Artura III, un de leurs ministres demande si le nouveau système sera plus juste que le précédent. » Powell ne bougea pas. Un autre officier, le commandant Julian Voss, s'avança du pont d'armes. « Et si ce n'est pas le cas, demanda-t-il, s'ils prennent ce que nous avons construit et le transforment en quelque chose de pire. » Powell se tourna lentement vers eux deux. Sa voix était basse, maîtrisée. « Et puis nous serons là. » Une pause. Et ils apprendront ce que signifie défier une justice qui sait attendre. Personne ne parla. Personne ne détourna le regard. Ni par discipline, ni par peur. Ni par discipline, ni par peur.
mais parce que, dans la voix de Powell, pour la première fois, ils entendirent la colère qu'il portait en lui depuis la chute de Mérin, la seule chose qu'il n'avait pas laissé le guider. Jusqu'à maintenant. Et c'était suffisant. Des demandes furent émises. Les systèmes furent désactivés sur chaque vaisseau. Les membres d'équipage retournèrent à leur poste, les moteurs furent activés, les verrous de guidage libérés, les canaux d'énergie furent redirigés vers le repli. Car au-dessus de Velcaron, la flotte humaine commença à disparaître une à une dans des pulsations silencieuses de lumière blanche dorée. Sans fanfare, juste la sortie chirurgicale silencieuse d'une force qui n'était jamais venue pour conquérir, seulement pour tenir le coup jusqu'à ce que la vérité soit entendue. Dans la baie de commandement du Colique, Powell resta seul. Les étoiles reprirent leur forme naturelle, tandis que le dernier vaisseau humain s'enfonçait dans l'espace. Il ne bougea pas. Il observa simplement, non pas pour se souvenir, mais pour lâcher prise. Et lorsque la planète disparut, elle n'emporta pas Marin avec elle. Elle le laissa debout, ou simplement dire bonjour, si vous préférez. Quoi qu'il en soit, j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Ah, et une dernière chose. Tout grand soldat sait que pour survivre et devenir un héros, il est essentiel de prendre soin de soi. Alors, avant de partir, consultez le commentaire épinglé. Croyez-moi, c'est important. Et j'ai sélectionné une autre vidéo pour vous. Cliquez simplement sur la carte ici, ou ici, si vous voulez la playlist complète. À bientôt.